Aujourd'hui, on va étudier un problème inverse pour l'équation des ondes, qui est une équation hyperbolique. Donc, je vous rappelle que plusieurs phénomènes sont modélisés par des équations dérivées partielles. Donc, par exemple, la propagation d'ondes, la propagation sonore, etc. Et la résolution de ces problèmes constitue ce qu'on appelle le problème direct. Évidemment, pour pouvoir résoudre une équation dérivée partielle, il faut connaître tous les paramètres intervenant dans cette équation, à savoir les conditions initiales, les conditions limites, les coefficients intervenant dans l'équation, ainsi que le domaine spatial d'ailleurs. Mais dans la pratique, certains paramètres sont inconnus ou mal connus. Et donc, la détermination de ces paramètres à partir des données supplémentaires ou bien des données expérimentales constitue ce qu'on appelle le problème inverse. La prédiction de l'état futur d'un système connaissant son état actuel est l'exemple type d'un problème direct. On pourra en réalité envisager plusieurs problèmes inverses. Par exemple, peut-on reconstituer l'état passé d'un système connaissant son état actuel? D'accord ? Ou bien peut-on déterminer certains paramètres intervenant dans l'équation à partir des données ou bien une information sur la solution, bien sûr une partie de l'évolution de la solution. Donc aujourd'hui essentiellement on va étudier l'équation des ondes, qui est une équation hyperbolique et qui modélise plusieurs phénomènes de propagation. Et entre autres on va étudier le problème inverse de paramètres, c'est-à-dire est-ce qu'on peut déterminer un paramètre dans l'équation à partir des données mesurées sur la frontière. Ok, donc problème inverse hyperbolique. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour étudier un problème inverse, il faut connaître, ou bien il faut étudier le problème direct, associé. Donc, je commence par problème bien posé. Donc, je rappelle qu'un problème, ou bien une équation, ou bien un système physique est bien posé au sens d'Adamard, d'abord, si vous avez l'existence d'une solution, l'unicité et la stabilité par rapport aux données du problème. D'accord ? Donc, je me donne un ouvert oméga borné de Rn. Donc, un ouvert borné. Je suppose que tout est régulier, que la frontière elle est de classe C infinie. Et je note, ou bien je considère, un grand T fixé strictement positif. Je note par grand Q le cylindre de base oméga et de longueur grand T. Sa frontière latérale, je le note par sigma, donc c'est la frontière de oméga croix 0T. Donc là, vous avez un cylindre, oméga croix 0T, et vous avez la surface latérale grand sigma. Et je considère donc le problème suivant. Déterminer une solution U qui est définie sur Q à valeur non R ou C, je dirais R, qui est solution du problème suivant. Je prends un problème de Cauchy, donc je suppose que U est une solution de
la dérivée seconde de u par rapport à t, moins le Laplacien u, plus q de x. Q de x est une fonction donnée égale à 0, par exemple. Je prends même égal à f, un terme source, f, de x et t. Donc là, je suppose que x et t varient dans le cylindre Q. Et je suppose aussi, bien sûr, il faut ajouter des conditions initiales. Donc, la position de u à l'instant 0, c'est u0. C'est une fonction donnée. La vitesse à l'instant 0, c'est donné, c'est u1. D'accord ? Ça, c'est, si vous voulez, c'est en tout point x. X parcourt le domaine spatial oméga. Puis, j'impose évidemment une condition sur la frontière égale à f de xt, où xt est sur la surface latérale sigma. Voilà, donc en fait, ce qu'on appelle un problème de Cauchy, c'est un système, c'est une équation aux dérivées partielles avec des conditions initiales et une condition aux limites de type Dirichlet ici. Donc, étudier le problème direct, étudier l'existence, l'unicité et la régularité de la solution de ce système-là. D'accord ? Donc là, juste, je rappelle que d carré, dt carré, c'est la dérivée seconde par rapport à t. Le Laplacien, c'est le Laplacien en x. D'accord ? Q est une fonction donnée dans L l'infini, disons. Donc, en fait, je vous donne tout de suite un résultat d'existence et de régularité de ce système. Bon. Donc, je note ce système par 1. Donc, si vous prenez t quelconque strictement positif, et je suppose des conditions raisonnables sur mes données, hein, donc sur le terme source f, sur les conditions initiales u0, u1 et sur la condition au bord f. Donc je suppose que f, grand F, le terme source, elle est intégrale en temps à valeur dans L2 de oméga. Je suppose que f est H1 sur la frontière. Donc ça, c'est la condition de Dirichlet. Je suppose que mes conditions initiales, donc U0, elle est dans H1, et U1 dans L2. Enfin, je suppose que la fonction Q est bornée, elle est à l'infini de oméga. Et j'impose également une condition de compatibilité entre la condition au bord et la condition initiale. Pour que mon système soit bien posé, il me faut une condition de compatibilité entre la condition initiale et la condition au bord. Donc là, j'impose que ma condition au bord à l'instant 0 coïncide avec ma condition initiale, quel que soit x, sur la frontière. Donc je vous rappelle, donc, en fait, parfois je note gamma ou d oméga, c'est la même chose. Hein. Gamma, c'est la frontière. Gamma, c'est la frontière de oméga. Voilà. Donc, sous ces conditions, ou bien sous ces hypothèses, mon système 1 est bien posé au sens d'Adamar. Au sens d'Adamar, ça veut dire il existe, alors, il existe une unique solution U de 1 au sens faible
Ben, cette solution, elle est dans la classe fonctionnelle suivante. Donc U est une fonction continue en temps, c'est-à-dire sur l'intervalle 0t, à valeur h1 en espace. Elle est de classe C1 en temps, L2 en espace. Donc là, il faut comprendre ça dans le sens où U, pour chaque t entre 0 et 1, U elle est h1, et que la dérivée de U est aussi L2. D'accord? Voilà. De plus, vous avez deux inégalités importantes qui vous disent que l'énergie, si vous voulez, à tout instant t, donc la norme de U de t h1, plus la norme de la dérivée de dt U L2 est inférieure ou égale aux données de problème. La norme de f, la norme de U0, U1 et la norme de f. Donc en fait, ma solution, elle dépend d'une manière continue de mes données, ou bien des données du problème. Donc elle est majorée par la norme, à une constante près. La norme de f, L1 en temps, L2 en espace, plus la norme des données initiales, plus la condition au bord, donc la norme de f, h1. Donc ici, la solution de l'équation 1, elle est majorée par les données du problème. Donc là, déjà, en particulier, si toutes les données sont nulles, hein, si f égale à 0, U0, U1 et petit f égale à 0, ben, vous avez votre solution, elle est nulle à tout instant t. Donc là, c'est une estimation d'énergie, ce qu'on appelle une estimation d'énergie, mais on a également une inégalité importante qui va jouer un rôle important dans la suite, une estimation sur la dérivée normale de la solution. Donc là, c'est la première estimation sur U, et vous avez la dérivée normale de la solution. Donc je vous rappelle que la dérivée normale de la solution, ben, en fait, c'est le gradient de U, scalaire la normale, évidemment restreint à sigma. Donc cette quantité, elle est L2 sur la frontière, évidemment, sur la frontière du cylindre, oméga croix 0t, et vous avez une estimation sur cette quantité-là. Donc la dérivée normale, ça c'est la norme L2, est majorée par cette même quantité. Donc elle est majorée, ben je répète, enfin je réécris exactement la même chose. À une constante près, elle est majorée par la norme de f, c'est le terme source, plus les conditions initiales, donc la norme du UL2, plus évidemment la condition au bord. Voilà. Donc là, je récapitule ce que je viens de faire. Donc là, on a étudié l'équation des ondes sur un domaine borné, croît à un intervalle de temps 0t. Donc, grosso modo, on a dit que sous des conditions raisonnables sur les données, mon système est bien posé au sens faible. Ça veut dire qu'il existe une solution faible. Elle est unique, d'accord? Elle est dans cette classe de fonctions. Son énergie, elle vérifie cette estimation-là. Et sa dérivée normale
est majorée par les données du problème. Oui, question? Dans L2 de sigma ou H1? Pardon, H1, tu as raison. Merci. C'est H1 sigma. Hein. Évidemment, c'est exactement la même chose qu'il a. Hein. Donc là, c'est la même estimation. Voilà. En fait, c'était juste pour vous donner une idée que le problème direct est bien posé. D'accord? Et donc là, en fait, on va utiliser cette estimation qui est très importante pour moi dans la suite pour étudier le problème inverse. Donc le problème inverse qu'on va étudier aujourd'hui pour l'équation des ondes, ben, supposons que je connais une partie de l'évolution de la solution U. Hein? Donc je suppose que je connais par exemple le flux sortant de la solution pour n'importe quelle excitation petit f. Est-ce que je peux déterminer par exemple le paramètre Q? D'accord? Donc j'introduis mon problème inverse. Donc deuxième partie. Donc problème inverse pour l'équation des ondes. Donc là, je réécris la configuration qu'on a vue tout à l'heure. Donc je considère le même système. Donc l'équation des ondes, dt carré U moins Laplacien plus Q de x U égale à 0. xt toujours dans le cylindre Q. Je rappelle la définition de Q, c'est oméga croix 0t. Je suppose que mes conditions initiales sont nulles. Donc U à l'instant 0, c'est 0. dtu à l'instant 0, c'est 0. Pour tout x dans oméga. Et je prends U égale à f, où f est une fonction donnée sur la frontière. Hein? Donc xt sur la frontière. Ben, évidemment, si je suppose par exemple que f est H1 et Q à l'infini, ben, grâce au théorème précédent, donc votre solution elle est dans cet ensemble. Vous avez cette estimation donc avec tout ce qui est écrit ici, c'est nul, donc il vous reste uniquement f. Et pareil ici, donc vous avez la dérivée normale de la solution majorée par la norme de fH1. D'accord? Ben, en fait, je réécris tout ça. Donc, d'après le théorème précédent, donc on a U existe, elle est unique, elle est contenue en temps dans H10 de oméga inter C1. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit H10, c'est juste H1 inter 0T L2 d'oméga. D'accord? Évidemment, là, j'impose que F vérifie ma condition de compatibilité pour que mon système soit bien posé. Hein? Donc, je suppose que F à l'instant 0 égale à 0, quel que soit X sur la frontière. D'accord? Vous avez également U, ou bien la norme de U dans H1 pour tout instant t, plus U pour tout instant t L2, et majoré à une constante près par la norme de F dans H1. D'accord? Ainsi, la dérivée normale dans L2 est majorée par une constante, la norme de F
H1 sigma. Voilà. D'accord? Donc là, c'est juste cette inégalité-là dans le cadre particulier où grand F égale à 0, U0 et U1 sont nuls. Voilà. Donc c'est juste les inégalités qu'on a vues dans le théorème précédent. Donc en fait, cette inégalité sur la dérivée normale, on va voir qu'elle va jouer un rôle très important dans la suite. Donc, définition. Donc, je suppose que Q est L l'infini. Donc, je suppose que Q est L l'infini. Donc, on appelle directeur, on appelle opérateur donc Dirichlet Tournemann ou bien Dirichlet-Neumann tout court. Ben, l'opérateur hyperbolique suivant, enfin l'opérateur suivant. Donc on va noter un grand lambda, indice Q. En fait, c'est un opérateur qui dépend du paramètre Q, de la fonction Q, si vous voulez. Donc c'est un opérateur qui est défini sur H1 0 de sigma à valeur dans L2 de sigma, tel que pour tout F, on va associer la dérivée normale de U sur sigma. Hein? Enfin, c'est la dérivée normale, et donc là, c'est lambda Q de F. Ben, c'est quoi U? Ben, U, c'est la solution de ce problème 2, qu'on va noter 2. Donc, c'est l'unique solution de ce système 2, avec la condition du Dirichlet F. Donc là, je n'ai pas encore défini le H1 0. Ben, le H1 0 de sigma, c'est l'ensemble des F qui sont H1 sigma et qui vérifie la condition de compatibilité pour mon système F égale à 0 à l'instant 0 sur le bord. D'accord? Donc, cet opérateur est bien défini parce que je sais que si j'ai une fonction f dans cet espace, mon système 2 admet une unique solution. D'accord? Donc, ce que j'ai écrit au tableau a un sens puisque j'ai une unique solution. Et que sa dérivée normale, elle est L2. Hein, puisque grâce à ce théorème-là, je sais que la dérivée normale, elle est L2, elle est majorée par la norme de FH1. D'accord? Donc mon opérateur, lambda Q, est bien défini, hein, puisque là, j'ai une seule solution, ben, je prends sa dérivée normale qui est aussi L2 d'après le théorème. D'accord? Donc U, donc là, où U est l'unique solution du système 2. D'accord? Voilà. Donc c'est un opérateur Dirichlet-Neumann. Pourquoi il s'appelle Dirichlet-Neumann? Ben, ça veut dire que pour toute donnée de Dirichlet F, je résous mon système, j'ai une unique solution qui vérifie certaines propriétés, je prends sa dérivée normale. D'accord? Donc pour toute Dirichlet, pour toute condition de Dirichlet, je prends la dérivée normale de la solution. Donc, cet opérateur lambda Q est bien défini.
Et d'après cette inégalité, qu'on va noter étoile, et d'après étoile, on a la norme de lambda Q de F, donc c'est la norme dans L2 de sigma, est majorée par une constante, la norme de F, dans H1 de sigma. Donc je vous rappelle que lambda Q de F, ben, c'est juste la dérivée normale de la solution. Donc vous avez la dérivée normale de la solution, qui est lambda Q de F, majorée par une constante fois la norme de F. Lambda Q est aussi un opérateur linéaire. Donc, de plus, on a lambda Q est un opérateur linéaire de H1, 0 de sigma, dans L2 de sigma. Donc, là, vous avez un opérateur linéaire qui vérifie cette inégalité, ben, c'est juste l'inégalité de la continuité des opérateurs. Donc votre opérateur lambda Q est un opérateur linéaire continu de H10 de sigma. Donc là, H10 sigma, c'est l'espace, c'est cet espace-là, d'accord, menu de la topologie de H. Donc c'est un opérateur linéaire continu de H10 à valeur dans L2 de sigma. Ok, donc là, on a un opérateur linéaire continu de H1 ou H10 dans L2. Donc là, il faut faire attention. Cet opérateur, il est linéaire par rapport aux données de Dirichlet, par rapport à F, mais pas par rapport à Q. Au contraire, par rapport à Q, c'est une correspondance qui n'est pas linéaire parce que la solution, elle dépend d'une manière compliquée des données, en particulier de Q. D'accord? Donc la solution U, elle dépend d'une manière non linéaire par rapport à Q. Donc votre opérateur, elle est linéaire par rapport à F, par rapport aux données du problème, mais pas par rapport au coefficient Q. D'accord? Voilà. Ben, en fait, notre objectif aujourd'hui est de déterminer le potentiel Q, ou bien le coefficient Q, à partir de cet opérateur Dirichlet-Neumann, c'est-à-dire à partir du graphe de cet opérateur lambda Q. En d'autres termes, si je connais la réponse du milieu pour n'importe quelle excitation F, est-ce que je peux déterminer une certaine propriété de l'équation, ou bien un certain paramètre intervenant dans l'équation qui est le potentiel Q ici. Voilà. Donc, pour cela, on va construire une famille particulière de solutions pour l'équation disante. Et en fait, cette famille-là qui va jouer le rôle d'excitation F, hein, puisque on va supposer que je connais lambda Q de F pour n'importe quel F, on va construire une famille particulière d'excitation F, qui va être indexée par un paramètre qu'on va noter sigma. Donc la troisième partie, solution particulière de l'équation. Donc là, j'ai effacé, c'était l'équation 2 de l'équation 2, ou bien de l'équation disante. Ce qu'on appelle aussi l'optique géométrique,
hein, optique géométrique. En fait, l'optique géométrique est une technique assez connue pour construire des solutions. Donc, optique géométrique, donc, comme j'ai dit, c'est une technique assez connue pour construire des solutions pour des EDP. En fait, ce n'est pas uniquement pour les ondes, mais c'est pratiquement pour tous les EDP. Hein? Donc, je commence par la proposition suivante. Donc, je prends phi, une fonction test. Donc, c'est une fonction C infini. Donc, phi, une fonction C infini à support compact dans Rn. Et je prends sigma, un réel strictement positif. Oméga sur la sphère unité de Rn. Hein, c'est un vecteur de norme 1. Et je définis une fonction on considère la fonction que je vais noter par psi indice sigma oméga. Donc ma fonction psi, elle dépend du paramètre réel sigma, positif, et du vecteur unitaire oméga. Donc dépend de x et de t, et qui est moins l'opérateur des ondes, donc dt carré moins Laplacien plus q de x, appliqué à exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t fois phi de x plus t oméga. Voilà. Donc je définis cette fonction, c'est mon opérateur, d'accord, appliqué à cette fonction qui est exponentielle i c'est le nombre complexe racine de moins 1, fois sigma x scalaire oméga plus t fois ma fonction phi qui est fonction C infini à support compact. Alors, pour cette fonction, vous avez les propriétés suivantes. Pour cette fonction psi, vous avez les propriétés suivantes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on a les propriétés suivantes. La première propriété, je peux écrire psi sigma de oméga xt égale à exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t fois, donc je mettrai moins ici, donc, ou bien je dirais fois psi 0 de xt, ou le psi 0 de xt, c'est moins dt carré, moins Laplacien, plus q, appliqué à ma fonction phi de x plus t oméga. Là, ça veut dire que c'est exactement ça, on peut faire sortir l'exponentielle de l'opérateur. Hein. Donc là, c'est comme si vous avez permuté votre fonction avec l'opérateur. D'accord? Donc, la fonction psi, hein, qui est définie de cette manière-là, c'est aussi la même chose si vous prenez l'exponentielle à l'extérieur. Hein, puisque le psi sigma, c'est exactement, le psi 0, pardon, c'est exactement l'opérateur appliqué juste à phi de x plus t oméga. Voilà. Deuxième propriété, vous avez valeur absolue de l'intégrale entre 0 et t de psi sigma oméga de x
S ds est majoré par une constante sur sigma. Donc là, j'ai choisi sigma strictement positif. Donc, quel que soit sigma strictement positif et quel que soit t entre 0 et grand T. Donc là, vous avez également une estimation sur l'intégrale de cette fonction-là, psi. Bon, on va montrer donc cette proposition. Donc la preuve. Ben, en fait, c'est un calcul élémentaire, c'est pas très compliqué, c'est juste commencer par calculer votre opérateur appliqué à un produit de deux fonctions. Hein. Voilà donc la preuve. Donc si vous calculez donc là je réécris, enfin voilà, donc là j'ai petit sigma donné de cette forme-là. Donc on a, donc si vous calculez la dérivée de dt exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t, phi de x plus t oméga, ben là ça va être, donc soit je dérive l'exponentielle, donc ça va être i sigma phi de x plus t oméga, soit je dérive phi de x plus t oméga, ben sa dérivée ça va être par rapport à t évidemment, donc ça va être plus oméga gradient phi en x plus t oméga. Le tout fois l'exponentielle. Bon, je préfère de réécrire tout. Donc, si vous calculez la dérivée de exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t, phi de x plus t oméga, donc là, c'est exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t. Donc, soit je dérive l'exponentielle, donc i sigma phi, donc plus oméga scalaire gradient phi de x plus t oméga. Voilà. Donc, si je dérive deux fois dt carré de la même quantité, ben, ça va être exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t appliqué à, ou bien multiplié, pardon, à 2i sigma oméga gradient phi, toujours en x plus t oméga, plus, donc la SN de phi en x plus t oméga appliqué à oméga oméga, moins sigma carré fois phi. Voilà. Puis, pareil, hein, si vous calculez la dérivée seconde par rapport à xj de la même quantité, de exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t fois phi, ben, vous allez trouver que c'est 2i sigma oméga j, la dérivée de phi par rapport à xj, x plus t oméga, voilà, plus
la dérivée seconde de phi par rapport à xj, toujours en x plus t oméga, et vous avez moins sigma carré oméga j carré de phi de x plus t oméga. Évidemment, le tout fois l'exponentielle, fois exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t. D'accord? Bon, maintenant pour le Laplacien, je prends la somme des xj. Je prends la somme des xj, donc là, il va vous donner 2i somme des oméga j des phi sur des xj. C'est exactement 2i sigma oméga scalaire le gradient de phi. Et là, vous avez 2i sigma oméga gradient de phi. Et donc, les deux termes se simplifient. Donc, celui-là, avec la somme de celui-là égale à 0. Là, il vous reste le Laplacien de phi. La somme des d carré phi sur d xj carré, c'est Laplacien phi. Et ce terme-là, en fait, se simplifie avec celui-là. D'accord? Pardon, celui-là avec celui-là. Si je prends la somme des oméga j, donc là, vous aurez la somme, puisque oméga est sur la sphère unité, donc c'est 2 modules 1. Voilà, donc en fait, tout calcul fait. Je vous laisse le soin de vérifier ça chez vous, mais ce n'est pas très compliqué. C'est juste un calcul élémentaire sur les dérivés des produits. Donc, tout calcul fait. Donc là, vous aurez dt carré moins. Donc là, vous avez dt carré moins Laplacien plus q fois appliqué à l'exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t, s'il vous plaît, égale moins exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t psi 0 de xt. D'accord? C'est juste une application, enfin, c'est pas très compliqué à vérifier. Le deuxième point, je veux montrer ça. Je veux montrer que l'intégrale entre 0 et t de psi sigma oméga en xs ds majorée par une constante sur sigma. Donc, deuxième point qu'on va vérifier. Donc là, si vous calculez l'intégrale entre 0 et t de psi sigma oméga xs ds, grâce au premier point, ça c'est l'intégrale entre 0 et t de exponentielle i sigma x scalaire oméga plus s, voilà, psi 0 xs ds. Donc là, j'ai utilisé le premier point. Mais le exponentiel i sigma, je peux l'écrire comme... Donc là, je garde mon intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et t. Exponentiel i sigma, je peux l'écrire comme 1 sur i sigma, la dérivée par rapport à s de exponentielle i sigma x scalaire oméga plus s psi 0 xs ds. D'accord? Bon, là, je fais une intégration par partie. Donc, par une intégration par partie, vous aurez cette quantité égale à moins i sur sigma, moins 1 sur i sigma, l'intégrale entre 0 et t de exponentielle i sigma x scalaire oméga plus t, plus s, pardon, psi 0 de xs ds,
plus 1 sur I sigma facteur exponentielle I sigma x scalaire oméga plus t psi 0 de xt moins exponentielle I sigma x scalaire oméga psi 0 de x à l'instant 0. Voilà. D'accord? C'est juste une intégration par partie. Donc là, il manque quelque chose. Hein. Évidemment, c'est d sur ds. Hein. Donc là, j'intègre par partie. Vous avez donc, on a fait passer le ds à des psi 0. Il vous sort deux termes de frontières t et 0. Hein. Le premier à l'instant t, c'est celui-là. À l'instant 0, c'est ce terme. Bon, ben, l'avantage ici, j'ai un 1 sur sigma en facteur. Et donc, là, ben, vous aurez l'intégrale entre 0 et t de psi sigma oméga x s ds est majoré par une constante sur sigma. Ben, en fait, ici en module, ça c'est 1. J'ai majoré cette quantité par la norme infinie de la dérivée de psi. Là c'est 1. Je vais majorer par la norme infinie de psi 0, pareil ici. Hein. Donc dans la constante C, vous aurez la norme infinie de psi 0, qui ne dépend pas de sigma. Hein. Je vous rappelle que psi 0 ne dépend pas de sigma. Et aussi la dérivée de psi par rapport à S ne dépend pas non plus de sigma. Donc la constante C contient les normes de psi 0, les normes infinies de psi 0, ainsi que sa dérivée par rapport à S. OK. Donc on va utiliser donc cette proposition pour construire des solutions particulières pour l'équation des ondes.